Bonjour, bienvenue dans le cours de mécanique quantique où nous allons terminer la partie sur la physique statistique. Nous voulons essayer d'un peu mieux comprendre, un peu mieux justifier le principe ergodique. Considérons un billard à boule. Vous avez une bande et vous avez une boule de billard qui se dirige vers cette bande et rebondit dessus. Un rebondit avec des angles identiques de chaque côté. C'est la même loi que les lois de la réflexion de la lumière sur un miroir intérieur. Supposons que vous ayez une trajectoire légèrement différente. Dans ce cas-là, les trajectoires vont s'écarter progressivement. Et si on regarde l'angle ici, entre les deux trajectoires initiales, et que l'on regarde l'angle ici, il est le même. Les trajectoires s'écartent progressivement, linéairement, et la bande sur laquelle rebondit la bille n'y change rien. Ça, c'est le cas un peu idéal. Considérons maintenant le cas où il y a des bouchons sur le billard. Vous envoyez une boule sur un bouchon et elle rebondit. Alors, les lois sont un peu plus compliquées pour le rebond puisque la surface est courbe, mais sinon, c'est exactement le même principe que pour le rebond sur une bande. Considérons maintenant une trajectoire légèrement différente. Elle peut rater la boule, elle peut toucher légèrement la boule, aller heurter celle-là, une autre trajectoire légèrement différente et la boule repart par là. Donc cette fois, de tout petits écarts dans les trajectoires conduisent à des situations rapidement très différentes. Tous les joueurs de billard le savent. Il est plus facile de faire rebondir une balle sur une bande et de prédire ce qui va se passer que de la faire rebondir sur 2, 3 bouchons ou d'autres boules. Là, ça devient vite beaucoup plus compliqué à gérer. Ce phénomène où de toutes petites variations de l'état initial engendre de grandes différences s'appelle en physique l'influence sensitive des conditions initiales. C'est la base de la théorie des systèmes dynamiques, parfois appelée aussi théorie du chaos déterministe. On dit parfois simplement théorie du chaos. On en a souvent parlé et elle est devenue assez célèbre. Mais elle ne fait jamais qu'exprimer ce phénomène, le fait que des petites perturbations initiales engendrent très vite de grosses différences. Si on regarde les trajectoires dans l'espace des phases, on a des trajectoires très intriquées qui prennent souvent l'aspect de fractal. C'est assez célèbre et vous en avez certainement déjà vu. Prenons quelques exemples plus réalistes que des boules de billard. La gravitation. La loi de l'attraction universelle de Newton. Lorsque vous avez deux corps, par exemple une étoile et une planète, ces lois donnent des comportements déterministes tout à fait simples. La planète parcourant des trajectoires en forme d'ellipse, où on retrouve les lois de Kepler, etc. Mais si vous avez trois corps, ou plus, évidemment, on constate que les équations ne sont pas solubles de manière analytique, manuelle, sauf dans quelques cas idéaux, les cas idéaux ou idéalisés. La plupart du temps, les comportements sont d'une complexité extrême, déjà avec trois corps. Et les comportements des trajectoires est même souvent chaotique. Alors, notre système solaire n'est pas composé que de deux corps. Il n'y a pas que le Soleil et la Terre. Il y a aussi la Lune et bien d'autres planètes. Et donc, le comportement de ce système est chaotique. Alors, je vous rassure, c'est pas demain la veille que vous allez devoir changer de calendrier parce que le système solaire est lent, les planètes tournent doucement, rien que la Terre met 1 an pour faire un tour du Soleil.
De plus, les autres planètes sont assez éloignées, les perturbations sont faibles, et les aspects chaotiques qui rendent les calculs imprévisibles ne se produisent que sur des durées de l'ordre du milliard d'années. Il y a quand même des exceptions. D'abord, la Lune complique un peu les choses, parce qu'elle est assez grosse et elle est assez proche. Déjà au XIXe siècle, les astronomes s'étaient rendus compte que calculer les trajectoires du système Soleil, Terre, Lune était très compliqué. Ils avaient beau procéder comme ils voulaient, ils tombaient toujours sur des difficultés. Et celui qui a mis le doigt sur le problème, il a reçu un prix pour ça, c'est Poincaré, qui est à la base de la théorie du chaos, et c'est lui qui a mis en évidence que les trajectoires Soleil, Terre, Lune pouvaient à certains moments être difficiles à prédire, à cause de ces phénomènes d'influence sensitive des conditions initiales. Sinon, d'une manière générale, le système solaire est stable, mais il y a quand même une exception importante, c'est celui des astéroïdes, les petits corps. Ils se baladent un peu partout, et certains ont la mauvaise idée de venir croiser l'orbite de la Terre. On les appelle des géocroiseurs. De ce fait, ils sont assez dangereux. Il y a quelques années, un astéroïde du nom de Apophis devait venir frôler la Terre. Alors, d'après les calculs, on savait qu'il allait passer pas très loin. Mais on savait aussi qu'il allait passer près de Mars. On savait que l'astéroïde allait être dévié par Mars. Problème, on n'a jamais la position et la vitesse de l'astéroïde avec une précision infinie. On a toujours une petite imprécision, un peu comme notre trajectoire ici pour la boule de billard. Et passer près de Mars et être dévié, c'est à peu près le même problème qu'une boule qui heurte un bouchon. De toutes petites différences dans la trajectoire conduisent à des trajectoires très différentes. L'astéroïde est passé près de Mars, il a été dévié, et tout de suite après, les astronomes ont pu dire « Ouf, ça va, il va passer loin de la Terre ». Effectivement, à peu près 1 an plus tard, après avoir fait le tour du Soleil, il est passé assez loin de la Terre. Donc, ce phénomène est quand même relativement fréquent. Une autre situation où on rencontre ce chaos, c'est en météorologie. La météorologie est basée sur la mécanique des fluides, et les équations de la mécanique des fluides sont soumises à ce phénomène, essentiellement à travers tout ce qui est turbulence. La turbulence, c'est le chaos fait homme, ou plutôt fait fluide. Et vous avez peut-être déjà entendu l'expression de l'effet papillon. Les battements des ailes d'un papillon au Brésil peuvent provoquer une tempête en France. Alors, bon, c'est un peu abusif comme expression. Et il serait plus juste de dire que les battements de l'aile du papillon au Brésil, ainsi que la feuille d'arbre qui est tombée au Keïda, et le type qui a abattu des bras à Moscou, et tous les autres petits trucs, font que toutes ces petites perturbations se simplifient et rendent le temps imprévisible sur une durée de quelques semaines. Seules les grandes tendances peuvent être prédites. Par exemple, on peut dire, bah oui, il y a une perturbation avec de la pluie qui va arriver sur la France, et même après 2 ou 3 semaines, on ne s'est pas trompé. Sauf que on avait calculé sur ordinateur, et des monstres, des gros ordinateurs, qui passeraient sur tel département. Eh bien non, en fait, après ces petites perturbations qui se sont amplifiées, ben, la pluie elle est bien passée, mais 100 km plus loin. Donc c'est un phénomène très très fréquent. Un autre cas qui nous intéresse au premier chef, c'est celui des molécules d'un gaz. Celles-ci vont se déplacer dans tous les sens et elles vont se heurter, se cogner et se répartir un peu dans tous les sens. Et ça, c'est tout à fait comme nos boules sur les bouchons. Ce sont des corps
sphériques ou plus ou moins sphériques, les molécules peuvent avoir des formes un peu compliquées, qui se heurtent et qui sont donc sujets à ce phénomène d'influence sensitive des conditions initiales. Donc ce phénomène concerne la physique statistique et le passage du micro au macro. Les comportements des systèmes physiques sont chaotiques. Ça se traduit par des trajectoires extrêmement enchevêtrées, fractales. Et ça, c'est exactement ce qu'on a vu avec le principe ergodique. Les trajectoires denses, rappelez-vous. Et c'est donc, cela justifie donc ce que nous avions dit à propos de ce principe. Et c'est en utilisant ces phénomènes de la théorie du chaos, les propriétés mathématiques, les théorèmes, tout ce qui a pu être dégagé, que les mathématiciens peuvent arriver à une démonstration très générale, alors pas encore tout à fait complète, mais très générale quand même, du principe ergodique, et pour le prouver. Voilà, j'espère qu'avec ça, les choses soient un peu plus claires. Donc, de plus, certains physiciens disent pourquoi tous ces calculs et ces théorèmes, on peut s'en passer, on est des physiciens, pas des mathématiciens. Liouville a démontré que si à un instant donné, les micro-états étaient équiprobables, le premier postulat de la physique statistique, alors cela restait vrai dans le futur. Et donc, poser l'hypothèse, si elle est correcte, elle reste vraie. Et il suffit alors de regarder les prédictions de la physique statistique et de les vérifier. Et ça donne alors une très bonne garantie qu'on a choisi une bonne hypothèse, un bon postulat, et on sait qu'il reste vrai. Et ces vérifications, elles ont été faites, croyez-moi, dans tous les domaines et avec une très grande précision. Revenons sur le second principe. On peut reprendre notre boîte avec nos atomes placés tous d'un côté. On en met une dizaine. Et on peut simuler sur ordinateur les mouvements et les chocs de ces atomes les uns sur les autres. C'est un petit programme assez sympathique à faire. Et on constate que très rapidement, les atomes se répartissent un peu au hasard. Et déjà avec une dizaine de boules, vous pouvez attendre longtemps avant de les voir revenir tout à gauche. Elles vont avoir des comportements très aléatoires et vont donc avoir tendance à rester tout le temps bien réparties. Rappelez-vous qu'avec une dizaine de boules, on a déjà 252 manières de les répartir moitié-moitié, mais il n'y a qu'une seule manière de les mettre tout à gauche. Si vous en avez plus que 10, c'est encore pire. Donc, ce caractère irréversible, il est non seulement lié au caractère chaotique, aléatoire, mais aussi au nombre de micro-états. La répartition moitié-moitié, il y a beaucoup plus de micro-états possibles que pour toutes les particules d'un seul côté. Le caractère irréversible, nous l'avons dit, est traduit par une grandeur appelée entropie. Donc cette entropie doit être liée d'une manière ou d'une autre au nombre d'états. S'il y a 10 fois plus de micro-états, pour un macro-état donné, il y a 10 fois plus de chances d'avoir le système dans ce macro-état. Donc on aimerait que l'entropie soit liée au nombre de micro-états. Alors on ne peut pas juste poser entropie égale nombre de micro-états, la fameuse probabilité thermodynamique. Pourquoi? Parce que supposons que j'ai deux systèmes. Un pour lequel il y a W1 micro-états et un autre avec W2 micro-états. Je les mets ensemble, je ne veux pas dire que je les mélange, je les mets juste l'un à côté de l'autre, je considère l'ensemble. Combien il y a de micro-états pour les deux ensemble? Et bien pour chaque micro-état, il y a W2 possibilités ici. Donc le nombre de micro-états devient
W1 fois W2. Donc, les micro-états se comportent, on dit, de manière multiplicative. C'est une grandeur multiplicative. Or, ça, les physiciens n'aiment pas, c'est pas ce qu'ils manipulent d'habitude. Par exemple, si on parle de la masse d'un corps, si on met deux fois deux corps identiques, on double la masse. On fait la somme des masses. Ils aiment bien les quantités qui s'additionnent. Donc, comment trouver une quantité qui s'additionne à partir de ça? Eh bien, les mathématiciens nous fournissent une solution. C'est la fonction logarithme. Log. Inutile de vous la décrire en détail. Ce qui compte, c'est que le logarithme d'un produit est égal à la somme des logarithmes. C'est tout ce qui compte pour nous. Donc, on peut définir S égale une certaine constante fois le logarithme de W. Alors, quelle constante? Comment le vérifier? Eh bien, on peut faire comme on a fait pour la température. On développe les équations de la physique statistique, on compare à la thermodynamique, et en comparant, on trouve que l'entropie, c'est K fois le log du nombre de micro-états. Et K est la constante de Boltzmann, dont nous avions déjà parlé, que nous avions rencontrée, qu'on retrouve ici. Cette relation est tellement importante en physique statistique qu'on l'appelle relation fondamentale de la physique statistique. Et cela nous donne la formulation statistique du second principe. Un système évolue de manière à se placer dans le macro-état le plus probable. Cette fonction étant croissante, c'est donc évolue de manière à faire croître l'entropie, à la maximiser. C'est la formulation statistique du second principe. Alors, bon, puisque c'est statistique, et nos atomes qui remuent dans la boîte, ils ont quand même une certaine chance de revenir à gauche. Bon, c'est vrai, ça n'arrive pas souvent. Avec 10 billes simulées sur ordinateur, vous n'allez peut-être pas roter à bon moment devant l'écran, mais avec de la patience, vous les finirez par les voir revenir tous d'un même côté. Ça peut toujours se produire. Mais au bout de combien de temps? Eh bien, ce temps, au bout duquel on revient à l'état initial, s'appelle temps de récurrence de Poincaré. On peut calculer sa valeur dans des conditions réalistes. Disons une mole de matière, environ 100 000 milliards d'atomes. Alors, là, on vous rappelez les chiffres. Très vite, le nombre d'états devient faramineux. Et le temps de récurrence, lui aussi. On calcule que à peu près une mole de matière, dans une situation comme celle-là, elle va mettre, pour revenir dans l'état initial, 1, 0, 0, des tas de 0, 0 années. Les zéros, des centaines de milliards de zéros. Attention, je n'ai pas dit des centaines de milliards d'années, c'est déjà énorme. Non, des centaines de milliards de zéros. Le nombre d'années, c'est un nombre. Vous ne pourriez même pas l'écrire dans une bibliothèque, vous n'auriez pas la place. Aucune chance de voir le système revenir dans son état initial. Si vous mélangez de l'eau chaude et de l'eau froide dans un verre, vous obtenez de l'eau tiède, vous pourrez attendre longtemps avant de voir l'eau chaude et l'eau froide se séparer. Même si vous mettiez 1 million de milliards de verres d'eau remplis d'eau tiède, et que vous attendiez pendant 1 milliard d'années, à ce que vos éclos ne s'évaporent pas, vous n'auriez toujours aucune chance de voir un des verres d'eau où l'eau chaude et l'eau froide se séparent. La probabilité que ça se produise n'est pas nulle, mais elle est infinitésimale. Même pour tous les systèmes macroscopiques du monde, et même de tout l'univers, et sur des durées équivalentes à l'âge entier de l'univers, environ 13 milliards d'années, même comme ça, pour aucun d'entre eux, vous n'avez virtuellement aucune chance de le voir revenir dans son état initial.
vaut mieux jouer au loto, hein. Vous avez plus de chances de gagner 10 fois de suite le super loto que de voir un de ces systèmes revenir à son état initial. C'est donc vraiment du béton armé. Et même si un de ces systèmes revenait à son état initial, à un moment, le miracle se produit. On a eu de la chance. Un des systèmes est revenu à son état initial, mais sur les milliards et les milliards de systèmes qu'il y a partout, sur la Terre, dans les autres planètes, il faudra en plus avoir la chance que ce soit le système que vous manipulez qui fasse ce retour en arrière. De plus, les atomes sont continuellement agités, et très rapidement, à nouveau, il va diverger. Si vous avez votre boîte avec les atomes, ou votre eau chaude et votre eau froide, miracle, toutes les molécules sont revenues d'un côté. Oui, mais c'était qu'un bref instant. Très rapidement, elles se redistribuent à nouveau un peu partout. Donc non seulement, ça n'a virtuellement aucune chance d'arriver, mais même si ça arrivait, ça arriverait n'importe où, et pendant une fraction de seconde, et puis fini. Donc, cette base statistique du second principe est d'une solidité vraiment à toute épreuve. Voilà, nous allons finir avec la physique statistique. Nous passerons à d'autres choses la prochaine fois. Merci.